Olivier Blaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique de La Grande Évasion, mais vous êtes aussi un écrivain prolifique. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages en 25 ans, sous différentes formes, romans, bandes dessinées, essais, récits d'anticipation. Et bien sûr, les récits de voyage, ce qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Mais avant, je le disais, vous êtes directeur artistique de ce salon. Dans quelle mesure votre travail d'écrivain influe sur votre travail de directeur artistique ? Pour un écrivain, devenir directeur artistique d'une jeune manifestation, puisque c'est la seconde édition, c'est une chance rare. D'abord parce que ses goûts de lecteur et ses goûts d'auteur, on peut vraiment les faire valoir au sein de la programmation. Bon, là, c'est vrai que je vais me régaler pendant ces 2 jours parce que quantité d'auteurs que j'apprécie, que j'ai lus avec intérêt, amour, parfois passion, vont être réunis au sein de tables rondes. Également des œuvres, des peintures, des photographies que je trouve de grande qualité vont être présentées lors des expositions. Il y aura des ateliers, tout un tas d'animations qui véritablement croisent mes goûts personnels. C'est ça qui est intéressant, c'est que la mairie de Pessac et Librairie Ferret ont eu la gentillesse et l'intelligence aussi, je pense, de me laisser carte blanche dans la programmation, et donc elle est véritablement à l'image de mes goûts, mais bien au-delà, je pense, d'une thématique qui est respectée. Et justement, vous avez dû peut-être faire des choix. Sur quels critères? C'est vis-à-vis de la thématique du jour, du week-end, sur les chemins de mer ou comment Ce qu'on visait, c'était avant tout l'équilibre. L'équilibre entre des, entre guillemets, têtes d'affiche, parce que c'est important de pouvoir aussi attirer le public. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de chance cette année. Il y a 3 entre guillemets vedettes, dont 2 prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, Yann Kefelec et Irène Frein, qui est aussi un auteur très populaire. Donc l'équilibre entre voilà, des têtes d'affiche, mais qui sont avant tout des auteurs de grand talent, et des auteurs moins connus, disons-le tout net, mais qui sont à découvrir. Et moi je me suis régalé, surtout parce que ce sont des auteurs qui ont des parcours de voyageurs, de bourlingueurs, parfois véritablement exceptionnels. Demain, vous allez rencontrer David Lefebvre, par exemple, qui a traversé la Patagonie à pied, Cédric Gras, qui a sillonné les terres antarctiques pendant plusieurs mois. Donc c'est des gens qui sont de véritables aventuriers, mais qui ont les mots pour le dire. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Parce que quelquefois, bon, il y a des grands voyageurs, mais qui justement sont dans l'action, et ils n'ont pas la sensibilité suffisante, tous les moyens d'expression qui leur permettent d'en laisser un beau témoignage. Et là, on a les deux. Donc c'est vraiment des gens que j'ai envie de faire connaître, dont les livres méritent de circuler davantage entre les mains des lecteurs. Que représente pour vous la littérature de voyage ? La littérature de voyage, c'est aujourd'hui un genre qui est bien installé, à travers à la fois des romans, des récits à la première personne, également des carnets de voyage, qui était une sorte de sous-genre très en vogue. Donc les éditeurs connaissent, pratiquent même de plus en plus. Il y a des maisons d'édition dont certaines sont représentées sur le salon, comme les éditions Paulsen, Transboréal, Elitis aussi dans la région, qui ont dédié une grande partie de leur catalogue à des récits de voyage. Et maintenant, le public est fidèle et répond massivement, on va dire, aux propositions et aux catalogues qui leur sont offerts. Donc la littérature de voyage a déjà une histoire. C'est à peu près 150 ans que très régulièrement les éditeurs proposent des récits de voyage. Mais on peut dire que depuis une dizaine d'années, il y a une vogue, une mode du récit de voyage, et ce qui permet l'éclosion de tout un tas de jeunes talents. Aujourd'hui, parmi les récits les plus remarqués, ils sont parfois signés d'auteurs qui ont la vingtaine et qui ont déjà vécu des aventures incroyables. Bon, parmi les plus connus, vous avez entendu parler de Sylvain Tesson, par exemple, qui, dès l'âge de 25 ans, traversait l'Himalaya à pied. Mais il y en a quantité d'autres. Chaque année voit l'éclosion d'une dizaine ou d'une vingtaine de jeunes auteurs de voyage qui ont beaucoup à dire et à partager. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'idée de départ, justement ? Alors moi, j'ai une petite aventure personnelle. J'ai entamé, voici maintenant 7 ans, un tour du monde à pied par étapes. Par étapes, pourquoi ? Parce que j'ai des enfants en bas âge et que je n'imagine pas m'éloigner d'eux des années durant.
Malgré tout, je marche chaque année un mois et je reprends la trace là où j'ai suspendu mes pas l'année précédente. Donc je suis parti des environs d'Albi, dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, je suis en Ukraine après avoir traversé l'Europe. Donc j'ai déjà une pratique individuelle du voyage, mais c'est vrai que la rencontre de tous ces auteurs et de ces artistes qui souvent sont allés plus loin, ont dédié toute une partie de leur vie à l'aventure, me pousse à aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est une conférence partagée avec l'un d'eux, avec Bernard Olivier, qui est un auteur voyageur bien identifié dans ce petit milieu des bourlingueurs, qui m'a donné envie de construire une aventure à mon tour. Et le voyage, ça représente un défi formidable qui est devenu à la fois plus facile, parce qu'on est à l'ère du tourisme de masse, et c'est vrai qu'on peut se rendre à l'aéroport et s'envoler pour les antipodes pour des sommes relativement modiques, ce qu'on ne pouvait pas il y a encore une cinquantaine d'années. Et en même temps, le vrai voyage, l'aventure, sac au dos, dans des conditions qui continuent d'être spartiates, ce vrai voyage-là n'est pas accessible à tout le monde. Et il y a toujours une part de courage, d'engagement qui est demandée à ceux qui tentés par des grandes aventures. Donc j'essaye de m'inscrire dans leur sillage. D'accord. Et justement, dans ces voyages, est-ce que c'est propice à la réflexion, à l'inspiration pour vos projets de romans, d'essais, etc. Est-ce que la réflexion vient à ce moment-là ou ça peut être à n'importe quel moment? Alors, je vous répondrai à la fois oui, parce que tous mes romans ont pour cadre des pays étrangers et des cultures étrangères que j'ai découvertes. Et en même temps, le temps du voyage, pour moi, n'est pas le temps de l'écriture. Je pense que tous les voyageurs présents sur le salon pourraient vous donner une réponse différente. Ce sera peut-être le cas d'ailleurs, mais en ce qui me concerne, lorsque je voyage, je ne fais que ça. Je suis dans le mouvement, je suis dans l'imprégnation maximale de tout ce qui m'entoure. J'accueille les sensations, les rencontres, et c'est seulement à l'arrivée, et parfois des semaines ou des mois après le retour, que je me mets à écrire. Et donc mes récits de voyage sont toujours a posteriori, ils se fondent sur une mémoire du parcours et souvent sur des notes, mais des notes simplement factuelles, je suis passé par là, j'ai rencontré un tel, que je prends au cours de mes marches. Ces petits carnets servent à ça justement, pas tout mélanger, pas mélanger tous les paysages, toutes les rencontres, donc c'est très simple, j'allais dire je m'y astreins, mais non, c'est un plaisir. Tous les jours, je remplis mon carnet avec la date en disant aujourd'hui il s'est passé ça, c'est l'équivalent d'un journal de bord de navigation. On le sait, vous êtes un grand marcheur, mais est-ce que vous pourriez partir justement sur la mer? Alors, en toute franchise, non. Ça, c'est effectivement... La mer n'est pas mon milieu naturel. J'étais un assez grand lecteur de récits de voyages maritimes, et c'est ce qui me permet, je l'espère, d'être crédible dans cette programmation. Mais en revanche, mon horizon, c'est la montagne. Je suis né à Lyon, mon père était chasseur alpin, j'ai grandi sur les pentes. Et donc, j'ai besoin de ce contact avec la terre, de suivre des sentiers de randonnée, et je m'embarque pas volontiers sur des ponts qui tanguent. D'accord. Est-ce que, en tant qu'auteur, vous avez des supports qui vous parlent le plus? Par exemple, vous avez tout essayé, hein, la BD, comme je le disais, les romans, les essais, les récits. Est-ce qu'il y a un support vraiment parmi tout ça qui vous plaît le plus? La photo, peut-être? Il faudrait introduire la nuance entre les supports que j'apprécie le plus comme lecteur et comme auteur. Parce que comme lecteur, par exemple, je suis devenu au fil des années un grand lecteur de bande dessinée, alors qu'en revanche, je n'ai scénarisé que 5 albums. Et en revanche, comme auteur, c'est avant tout le roman qui me parle, et j'essaye d'équilibrer en fait le témoignage, le récit d'un parcours, de la découverte, souvent, je le disais, d'un pays étranger et d'une culture qui n'est pas la mienne, d'équilibrer donc ce témoignage sur une réalité avec la fiction. Et c'est le mélange des deux qui me parle particulièrement comme créateur. Je me situerais un peu dans la filiation des auteurs du réalisme magique sud-américain. C'est-à-dire, on parle d'ici et maintenant, mais avec une légère distorsion qu'apporte l'histoire qu'on raconte. Et comme je sais que vous êtes aussi un fan de nouvelles technologies, peut-être que le support de réseaux sociaux pourrait être un moyen de communiquer, de partager vos voyages, vos aventures, ou alors c'est vraiment sur l'écriture? Non, c'est vrai que j'ai un parcours dans la nouvelle technologie. J'ai travaillé à
À l'époque, c'était des CD-ROM. Aujourd'hui, bon, des sites internet, des web documentaires, ce genre de choses-là. Donc, j'ai pas de, contrairement à beaucoup d'auteurs d'ailleurs, j'ai pas de relation difficile avec les machines. Mais on va dire que je m'en sers, mais c'est pas véritablement un horizon artistique pour moi. Même si j'ai conçu tout un tas de jeux vidéo, par exemple, je n'estime pas que je travaille sur le langage de jeux vidéo en essayant d'inventer des nouveaux dispositifs, des nouvelles interfaces, tout ça. J'ai pas ce talent-là. En revanche, par exemple, la cartographie numérique m'intéresse énormément et lorsque je marche, j'exploite à un niveau assez avancé l'enregistrement de mon parcours, par exemple, sur mon GPS, qu'ensuite je transfère sur une carte en ligne, une carte Google Maps. Donc ces outils-là, je les utilise, mais j'essaye d'en tirer le meilleur sans me laisser envahir. Parce qu'il est très facile de devenir un geek, y compris un geek en voyage, qui a toujours l'œil sur son téléphone, qui relève ses textos ou sa messagerie 100 fois par jour. Et bien sûr, ce n'est pas ce contact-là qu'on recherche avec le monde ou qu'on devrait rechercher lorsqu'on est en marche. Donc mon téléphone, il est justement en mode avion, ce qui convient bien pour un voyageur. Voilà. Lorsque je marche, puis ça m'évite d'avoir aussi des dépenses de connexion incroyables. En revanche, ma carte est toujours activée et elle enregistre mètre après mètre ma progression sur les chemins du monde. Et pour terminer cet entretien, je vais vous poser une série de questions que je pose à chacun de nos invités qui viennent s'asseoir ici. Donc je vais commencer par la première. Si vous ne deviez retenir qu'un seul voyage, ce serait lequel ? La réponse est très simple. J'ai effectué en 1992, donc j'ai la petite vingtaine, un voyage le long du Nil, pratiquement des sources à l'embouchure, donc en Égypte et surtout en Ouganda. Et ça a été un voyage qui a été fondateur pour moi. C'était un voyage comme j'aime les pratiquer, c'est-à-dire un voyage artistique en équipe, de création ambulante. Et au sein d'une petite équipe qu'on avait réunie, il y avait des Français, des Ougandais, un photographe, 2 dessinateurs, j'étais l'écrivain. Et ça m'a laissé des souvenirs extraordinaires. En raison d'une part de ce pays que je découvrais, de l'Est africain, vous voyez, l'Ouganda, c'est voisin de la Tanzanie, du Burundi, de ces pays-là, un pays absolument magnifique où malheureusement le tourisme est très peu développé, où peu de voyageurs, surtout francophones, se rendent. Mais ça a été aussi une expérience humaine, de partage et de création ambulante en équipe formidable. Donc c'est ce voyage-là, dont je n'ai jamais témoigné dans mes écrits jusqu'alors, ça viendra, que je place en premier sur mon petit panthéon personnel. Ensuite, quel livre amèneriez-vous pour un week-end ? Alors ça, c'est une réponse difficile parce que je suis devenu un serial lecteur. Je lis énormément, évidemment. Pour les besoins de ce salon, j'ai fait un grand tour d'horizon de la littérature de voyage au moins de l'année, des parutions récentes. Et ça n'a fait qu'aiguiser ma curiosité de nouveaux livres. Donc je pourrais vous répondre, par exemple, une des très bonnes lectures pour ce salon, c'était les livres de Cédric Gras, en particulier L'hiver aux trousses, qui m'a laissé, ou La mer des cosmonautes aux éditions Paulsen, qui est un livre magnifique, mais les livres de David Lefebvre aussi, qui a passé plusieurs mois en Patagonie et qui raconte ça avec beaucoup de verve. Donc ça sera seulement le prochain sur la liste. Je ne peux pas dire que j'ai un livre favori que je lirai et relirai. Il y en a quantité en réalité. En tout cas, vous êtes paré pour plusieurs week-ends avec tout ce que vous avez. Voilà, c'est ça, pour l'année. On peut prendre une année de lecture. Ensuite, quelle chanson vous fait instantanément voyager ? Quand vous l'entendez, vous êtes transporté. S'il y en a une. Non, il n'y a pas véritablement de chanson. Si, bon, tiens, mais alors, c'est pas une chanson dont la thématique est du tout voyageuse. C'est Bird des Beatles. Voilà, ça c'est une chanson dont les harmonies m'enchantent particulièrement. Dès les premières notes, vous êtes Dès les premières notes, elle est très courte et elle est construite harmoniquement de telle façon que je suis aussitôt en voyage. Et alors avant de nous quitter, je vous propose de faire un portrait chinois, voilà, pour vous connaître un petit peu mieux. Si vous étiez un mot. Firmament. Firmament. Alors, ça n'a rien à voir avec maman. Non, pour moi, c'est un mot qui porte une sorte de verticalité, comme ça, d'ascension. J'ai toujours aimé ce mot-là, firmament. Même les sonorités sont belles en plus. Oui, c'est ça. Il ouvre, il est très ouvert. Voyez. Si vous étiez un vin. J'ai un petit faible, et c'est pas du tout pour flagorner, mais j'ai un petit faible pour les Pessac léognan depuis longtemps. Alors que je suis un Bordelais d'adoption. Voilà. Un océan.
Ça serait l'océan Indien, parce qu'il est assez mal délimité, et j'ai eu l'occasion d'y voyager à Madagascar et dans les environs, et j'aime beaucoup cet océan. Un héros de littérature. Edmond Dantès. Une ville. La ville de Luang Prabang au Laos, où j'aurais pu m'établir dans une autre vie. Ensuite, un défaut. Un défaut, je cherche. Vous voyez pas quel défaut vous pourriez. Non, en fait, la timidité. En tout Je sais cas, pas si c'est un défaut. en tout cas, ça se voit pas. Mais ça, on se On a connaît beaucoup mal. travaillé. Les gens qui me connaissent bien me savent timide. Et puis pour terminer, si vous étiez une montagne, puisque vous êtes enfant de la montagne. J'ai pas de montagne. Si, alors l'une des montagnes du massif des Carpates en Ukraine que j'ai sillonné l'été dernier dans le cadre de ma longue marche. Et ce sont des montagnes qui sont rondes, herbeuses, avec des paysages absolument magnifiques, sauvages. Lorsqu'on veut retourner vers un village, c'est 80 km de descente des deux côtés. Ça, c'est vraiment un très grand souvenir. Merci Olivier, merci